Bonjour et bienvenue dans le Summer Break de Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Le Summer Break, c'est une semaine de pause dans votre quotidien bien chargé. Une semaine où vous pouvez mettre de côté toutes vos obligations, votre to-do list, et enfin vous lâcher la grappe. Mais ralentir et se lâcher la grappe, ce n'est pas toujours simple. Le cerveau continue de fonctionner en toile de fond et on a parfois du mal à déconnecter. Alors avec Malika Azaïes, qui est coach et thérapeute, nous avons concocté 6 courts épisodes de podcast pour vous accompagner dans ce ralentissement estival. 6 épisodes pour comprendre ce qui se joue dans le retour à la slow life et vous aider à construire la suite avec sérénité. Concrètement, nous avons exploré 6 thèmes. Chaque thème est une étape d'un cycle qui vous aidera à prendre soin de vous et à penser votre impact de manière positive. J'espère sincèrement que ce Summer Break vous aidera à bien déconnecter. Je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bonjour Malika. Bonjour Sophie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chef sur le thème de se mettre en mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est la dernière étape de notre processus ou le dernier épisode de cette saison? On les a fait dans l'ordre en fait. Il est vraiment question de cycle. De passer d'un moment où il y a du calme, du vide, où je peux sentir de quoi j'ai envie, où je peux commencer à y aller, sentir que c'est bon, aller jusqu'au bout de mon besoin, ou de mon envie, ou du contact avec les personnes avec lesquelles je suis, me désengager, me retirer, savoir qu'est-ce qui a été bon, et pouvoir le mettre dans mon sac à apprentissage et me dire « Oh là là, je suis allée au bout, c'était super, j'ai envie de refaire ». Ça c'est tout le cycle. Ça veut dire quoi se mettre en mouvement ? Et peut-être ma question associée, c'est quoi un mouvement ? Le mouvement, il peut être corporel. Ça, c'est évident pour tout le monde. Ça peut être bouger. Ça peut être quelque chose d'imaginaire. Je peux aussi imaginer un mouvement et le fait de l'imaginer me fait vivre une émotion, une sensation, une expérience plus ou moins satisfaisante. J'aime à dire que le plus petit mouvement, c'est la respiration. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui serait loin, qui serait à apprendre. Parfois, il faudrait apprendre parce qu'à certains moments, c'est bloqué dans certaines situations, par exemple. Mais c'est quelque chose de très inné. C'est-à-dire, on est fait pour vivre des formes de résilience, des formes de développement, des formes d'aller vers. On est vraiment fait pour ça. Et à partir du moment où on est en vie, on est en mouvement. Après, il y a des mouvements plus ou moins compliqués. Souvent, quand on cherche sur ces sujets-là, on peut se poser des questions professionnelles, des questions personnelles, des questions d'organisation de son temps. Et là, ça prend une forme très pragmatique de choix, de décision de vie. Mais en tout premier lieu, le mouvement, il est corporel, il est émotionnel, et il n'a pas besoin d'être très grand. T'as des exemples ? Oui. Quand tu commences à être sensible à ce que tu vis et en conscience de ce qui est bon pour toi, tu vas vouloir le vivre plus et remplacer peut-être des zones de frustration où tu pensais que t'étais pas autorisé, où t'avais pas le droit, par des zones où tu sens du bon. Ça a vraiment du sens. Tu te sens au bon endroit. Et d'un point de vue énergétique, t'es vraiment plus en forme. Et parfois, ça veut dire aménager sa vie professionnelle. Ça veut dire faire des choix d'organisation personnelle. Je sais pas moi, déménager, changer de métier. Ça peut être un peu de tout. Plusieurs questions qui me viennent sur lesquelles j'aimerais t'entendre parce que donc je comprends que le mouvement, ça peut être un mouvement physique, ça peut être un mouvement imaginé, ça peut être un mouvement de vie, au-delà d'être un mouvement physique simple, donc avec de la complexité. Je comprends aussi que plus on se met en mouvement, plus on sent qu'il y a des mouvements qui nous correspondent et donc on a envie d'y aller davantage. C'est un peu comme un entraînement. Peut-être la première question qui vient, c'est est-ce que c'est une fin en soi de se mettre en mouvement ? Est-ce qu'on est obligé de, tu vois, à un moment donné, changer de métier, changer de lieu de vie, changer je sais pas quoi ? Est-ce que se mettre en mouvement, c'est changer ? Pour moi, se mettre en mouvement, ou être en capacité d'être en mouvement, c'est être en capacité de vivre des meilleurs ajustements que ce que je vis aujourd'hui. Si tout ce que je vis aujourd'hui c'est top, ça me va, alors je vais continuer à me mettre en mouvement parce que je suis déjà en mouvement, peut-être de la même manière, peut-être il n'y a pas à changer. Si je prends mon exemple, moi ce qui m'apporte beaucoup de sérénité et de stabilité dans ma vie, c'est de faire du yoga. J'aime bien faire 3 séances de yoga au moins par semaine en studio et après je pratique chez moi. Mais est-ce que cette habitude-là est un mouvement ? Par essence, c'est un mouvement, oui. Tu te mets en mouvement, tu vas prendre des cours de yoga. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Je pense que l'avoir décidé
c'est un grand mouvement en soi. Le fait de l'ancrer dans ta routine à toi, de faire en sorte que ça tienne, que ce soit suffisamment important. Et il y a autre chose que je vois. C'est que dans l'exemple que tu donnes là, toutes les pratiques qui vont faire en sorte que je peux mettre plus de conscience corporellement et qui sont bonnes pour mon corps, alors elles sont de nature à muscler ma capacité à être en mouvement et à être dans un mouvement juste pour moi. Souvent quand on cherche, ou en tout cas qu'on a envie de se sentir mieux, on a des clés différentes, on peut lire des livres, on peut faire des choses comme ça, on peut participer à des groupes, à des ateliers, être accompagné. Revenir au corps, quelle que soit la forme que ça prend, ça permet de faire émerger ce que j'appelle moi l'intelligence du sensible. C'est-à-dire quand je suis dans cet état-là, parfois en yoga c'est presque des états modifiés de conscience, il y a des choses qui émergent, qui auraient pas émergé différemment. Donc en fait c'est aussi une occasion d'être en conscience différemment et d'ancrer les choses différemment, de les décider et de les ancrer différemment. Et passer par le corps, donc passer par du mouvement corporel, ça fait partie des choses les plus efficaces pour arriver à ça. Il y a des gens qui vont marcher, à l'extrême, même écrire. Tu sais, en écriture libre, il y a quelque chose de très corporel par rapport à quelque chose que j'écrirais sur mon téléphone. Écrire sur du papier avec un crayon, c'est extrêmement corporel. Moi, j'ai jamais été en état méditatif devant mon téléphone. Je peux l'être si j'écris. C'est quoi un mouvement juste? En Gestalt, on parle d'ajustement, et l'ajustement, il serait à opposer à ce qu'on pourrait appeler une adaptation. Dans le cas d'une adaptation, c'est un mouvement que je vais faire qui est peut-être un peu forcé, qui va un peu plus loin que ce dont j'aurais eu envie, ou ce qui est bien pour moi. Donc un ajustement, c'est quelque chose qui me permet de vivre quelque chose de plus agréable, et qui reste cohérent avec qui je suis ou qui j'ai envie d'être. Là où dans l'adaptation, je peux peut-être me tordre un petit peu le bras quand je le fais. Donc un mouvement juste, c'est un mouvement que je fais et qui est cohérent avec qui je suis et qui j'ai envie d'être. Respectueux pour moi et pour mon environnement. Tu disais tout à l'heure, on est fait pour se mettre en mouvement, on est fait pour être en mouvement en tant qu'humain. Qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que quand tu dis ça, tu parles de personnes qui sont assises toute la journée devant leur ordinateur ou est-ce que tu parles de mouvements plus larges que ça? Les deux, je pense. Pendant le confinement, par exemple, j'avais été assez surprise d'entendre certains de mes collègues qui me disaient « j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes parce que j'enchaîne les réunions ». Bah là, clairement, y a un mouvement corporel qui ne se faisait pas. Mais j'ai aussi autour de moi des gens qui sont dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui sont des situations beaucoup plus larges que ça, dans des travails qui leur vont pas, dans des postes qui leur vont pas, dans des lieux de vie qui ne leur vont pas, dans des situations de famille qui ne leur vont pas, et pour autant, ce sont des mouvements complexes et donc ils n'arrivent pas à changer, à faire des petits ajustements dont tu parles, justement, qui sont plus justes. Si on fait pas ces ajustements-là, que ça soit pour un mouvement simple ou un mouvement complexe, qu'est-ce qui se passe? Si je dois répondre de manière assez courte, je dirais que ça aboutit à de l'épuisement. Ça revient à faire toujours le même mouvement, mais probablement un mouvement un peu raide. Par exemple, quelqu'un qui serait assis toute la journée, il va utiliser toujours les mêmes muscles et il va relâcher toujours les mêmes muscles. Il y a aussi une question de diversité. Si on regarde la partie corporelle, mais pas que. Il y aurait, si j'étais médecin, je prescrirais de la diversité dans le mouvement. Et ça, déjà, ça a un impact énorme. C'est-à-dire si parfois je travaille debout, si juste je change de chaise, si je m'assois un peu différemment, ça change comment je suis et ça change aussi ma manière de travailler. Mais ça veut dire quand même qu'il faut en avoir conscience et ça peut pas se faire tout seul. Il y a pas quelqu'un qui va me dire toutes les demi-heures allez viens Manika, change de chaise, regarde, t'es toute coincée. Donc en fait, je dirais que ces personnes-là font des mouvements, c'est juste qu'elles sont bloquées dans le même. C'est assez similaire pour ce que tu disais des personnes qui arrivent pas à se mettre en mouvement sur des chemins de vie sur lesquels peut-être elles en auraient besoin. Et pour moi, la conséquence est la même. Si je vis du tiraillement à l'endroit de mon travail, à l'endroit de là où je vis, à l'endroit de comment je vis ma vie personnelle, ça aussi c'est épuisant. Ça veut dire qu'il y a un endroit où je fais toujours beaucoup d'efforts pour tenir à cette place-là. À ces personnes-là spécifiquement, j'aurais envie de dire que c'est des mouvements qui sont extrêmement complexes. Et que ce qu'on a mis 5, 10, 15 ans à masteriser comme mouvement, on les fasse pas du jour au lendemain.
Donc c'est un endroit où il y a à avoir beaucoup de compassion et beaucoup d'amour pour soi-même. C'est-à-dire oui, peut-être j'aurais envie de faire autre chose, mais pour le moment c'est compliqué. C'est des moments qui peuvent être aussi extrêmement violents si ça se fait d'un coup. Tu vois, ça peut être aussi très compliqué. Donc c'est des choses qui se préparent. Et avant de les préparer, avant de se mettre en mouvement vers autre chose et de voir comment ça peut s'élaborer de la manière la plus douce possible, il y aurait toujours à regarder ça, d'après moi, d'abord comme un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui a fait que je suis restée 5, 10, 15 ans dans cette situation-là qui maintenant est souffrante? Peut-être il y a 5, 10, 15 ans, ça l'était pas. Qu'est-ce qui fait que j'y reste? Qu'est-ce qui est bon pour moi là-dedans? En quoi c'est venu nourrir des valeurs que j'avais? Peut-être ça les nourrit encore aujourd'hui. Ce serait quoi le risque à partir? Et il y a vraiment, vraiment à prendre soin de ça. Si je prends mon cas personnel, au tout début de ma carrière, je travaillais beaucoup. Ça avait énormément de sens. J'apprenais énormément. Et je crois que là où c'est venu me nourrir, c'est sur ma capacité, ou la conscience que j'avais de ma capacité à vivre des choses compliquées et de progresser et de savoir que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui faisait bien. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Alors oui, ça veut pas dire que on peut quand même arriver à de l'épuisement avec ça. On peut quand même arriver à des extrêmes, mais mettre le doigt dessus, c'est quand même beaucoup plus aimant pour moi et pour les gens avec lesquels j'ai travaillé, plutôt que de me dire que tout ça c'est vraiment insupportable et qu'il faut que ça s'arrête et qu'en plus j'y arrive pas, donc ça fait violence encore par-dessus. Et me dire, je sais pourquoi j'étais là, je sais pourquoi je suis là. Je sais qu'est-ce que ça veut dire comme risque si demain je change. J'ai vu une vidéo il y a quelques mois qui m'a beaucoup parlé et qui parlait de comment dans nos sociétés la peur est prépondérante. La chose fondamentale que j'ai retenue de ça, c'est comment quand mon mouvement est drivé par quelque chose de la peur, je fais des choix très différents que quand c'est drivé par quelque chose de l'amour. Par exemple, si je te donne un exemple, il y a quelque temps, je réfléchissais sur mon modèle économique et j'avais peur. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur de trop travailler et j'étais figée avec ça. Et moi, quand je suis figée, je prends des fichiers Excel. Ça me détend. Mais là, ça n'a pas suffi. Et j'ai repensé à cette vidéo-là. Et je me suis dit, ok Malika, est-ce que tu peux te placer du côté de l'amour? Qu'est-ce qui est bon dans le mouvement que je vis là? En fait, je suis très inquiète parce que j'ai envie de vivre bien. J'ai envie d'offrir un modèle à mes enfants qui serait quelque chose de juste pour moi à leur transmettre. J'ai envie d'accompagner les gens que j'accompagne du meilleur endroit où je puisse être. Pas moi-même en étant surmenée. Ça a pas de sens du tout. Et à cet endroit-là, il y a beaucoup d'amour en fait. Il y a une quantité de ressources inestimable. Donc partant du même problème, il y a quelque chose qui a relâché. Parce que j'ai remis le doigt sur ce qui était fondamental pour moi en fait. Parfois, c'est plus facile de remettre de l'amour à l'extérieur. Tu vas dire j'aime mon métier, j'aime les gens que j'accompagne. Ok. Et pour moi, c'est magnifique que je me pose toutes ces questions. Est-ce que je peux m'aimer pour ça aussi, plutôt que de me dire que quand même j'avance pas, quand même ce serait culpabilisant de penser ça, que ça revienne de manière cyclique. Et ça fait des mouvements très différents, très respirants. Ce que tu dis, ça fait aussi beaucoup écho à moi, ce que j'ai vécu dans des mouvements assez structurants de ma vie, que je ressentais comme absolument nécessaires, mais qui me faisaient peur. Et aussi qui m'interrogeaient sur, mais en fait ce sont des mouvements qui sont très nouveaux pour moi. Est-ce que ce sont des mouvements justes? Tu vois, j'avais conscience de l'envie du mouvement. Donc si je prends un exemple, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'était un mouvement qui était assez nouveau. Donc je m'en suis méfiée. Et puis après, j'en ai eu peur parce que je me suis dit non mais vraiment c'est un mouvement qui est récurrent, qui revient très régulièrement. Mais est-ce que je vais être capable de cette envie-là, de ce mouvement-là? Et maintenant j'ai appris, parce que des mouvements comme ça il y en avait plusieurs, j'ai appris à bien aimer ce processus et à apprendre que j'ai besoin de temps pour bien le vivre. Parce qu'à la fin, l'idée du mouvement, elle est devenue familière. Tu vois, c'est un peu comme quand tu prépares un voyage. Au début, ça te fait super peur. Tu sais pas comment ça va se passer d'aller, je sais pas, à l'autre bout du monde. Puis quand tu étudies un peu les guides ou autre, quand tu te prépares à un mouvement structurant, à la fin, tu te sens préparé, donc t'as pas peur d'y aller. Qu'est-ce que tu penses du temps, justement? J'allais te parler de ça, justement. Pour moi, il est vraiment question de temps. On pourrait imaginer que on appuierait sur un bouton et hop, on se mettrait en mouvement. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Il y a quelques temps, j'ai pris connaissance d'une méthode
qui fait un parallèle entre les mouvements, y compris en entreprise, et la question de la temporalité. Dans la nature, c'est très clair. Il y a 4 saisons et les 4 saisons servent à quelque chose. Quand on est en hiver, par exemple, on pourrait s'imaginer que tiens, j'aimerais bien qu'au printemps et à l'été, ce soit ça qui pousse. Sauf qu'on est encore en hiver. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Et c'est génial d'accepter d'être en hiver et de vivre l'hiver. Un peu comme ce que tu disais, je sais pas quelle forme ça va prendre, je me pose plein de questions, est-ce que je vais y arriver? Oui. Mais c'est ça, à ce moment-là du temps, c'est ça. Et puis dans la phase d'après, peut-être il y a quelque chose qui va émerger, il va y avoir des petits tests, il y a des choses qui vont pousser, d'autres pas. Et voyant ce qui pousse et ce qui pousse pas, tu vas pouvoir te dire, ok, c'est ça que j'ai envie de planter. Et ça, c'est encore la saison d'après. Mais ça fait déjà 3 saisons. En fait, c'est pas à un instant T que tout ça se passe. Et je pense qu'on a quelque chose avec le fait que tout devrait arriver très rapidement. En fait, on a une capacité à penser et une rapidité d'esprit qui est en rien en rapport avec le temps normal. Et encore plus quand on parle de ces changements-là. Tu vois, entre le moment où je sens en moi, je peux presque sentir en moi que c'est ça dont j'ai envie, mais qu'il n'y a rien de posé, qu'il n'y a rien qui a été testé. En fait, je suis déjà très très en avance. Je suis dans ce qu'on appelle une forme d'anticipé. Et c'est génial d'être dans une forme d'anticipé, sauf que ça n'est que de l'anticipé. Il y aurait aussi à prendre le temps de ça. On arrive au terme de cet épisode sur le mouvement et aussi au terme de notre saison. Est-ce que tu as un dernier message aux chefs qui nous écoutent et qui sont dans ce processus de ralentir, sentir, exprimer, se mettre en mouvement? Oui, j'en ai un. La vie, c'est pas linéaire. Il y a des moments où je vais y arriver, il y a des moments où je vais pas y arriver. Et dans les moments où je vais pas y arriver, je vais peut-être me dire que j'y suis jamais arrivée en fait, que je l'ai rêvé ou que j'y arriverai jamais. Tant que possible, se laisser tranquille à cet endroit-là. Souvent, on a coutume de regarder comme un escalier, tu sais, un escalier en collimation. Et en fait, j'ai l'impression de revivre la même chose et de me heurter au même truc, sauf que je suis 3 étages plus haut. Mais moi, je me dis, oh là là, j'y arrive toujours pas. Donc, tant que possible, je dirais que le mouvement, ce serait de pas ensevelir les belles choses sous du jugement, sur quelque chose qui me mettrait vraiment dans une forme d'impuissance, qui ferait que je serais responsable d'un truc qui fonctionne pas, que je serais responsable que ça marche toujours pas, et que c'est pas normal, et que ça devrait marcher. Parce que sinon, je m'attaque moi-même, en fait. Donc, tant que possible, se laisser tranquille. Je dirais ça. Ok. Merci beaucoup, Malika. Merci à toi, Sophie. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode du Summer Break. Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion et votre mise en mouvement personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez nous contacter, Malika ou moi, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets nos contacts en commentaire de l'épisode. Passez un bel été!